Bonjour tout le monde. On va voir aujourd'hui comment on peut travailler à avoir des cas d'erreur qui parlent pour nous et qui travaillent pour nous en ce cas-là. Si des gens étaient déjà là sur le talk d'avant, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui sont en commune et qu'on va retrouver. Sinon, tant pis, il y a moyen de comprendre sans avoir été là avant. Avant toute chose, je me présente. Je m'appelle François. Je suis fondateur d'une société qui s'appelle Normation, qui est éditeur d'un produit de gestion et d'automatisation de serveurs, qui s'appelle Rudder. Je fais du Scala depuis beaucoup trop longtemps maintenant. Je suis convaincu par tout ce qui est open source et donc vous voyez, j'essaie de construire un business en faisant des clones petit à petit. Là. J'ai 3 petits clones. Donc aujourd'hui, on va parler d'erreurs et d'exceptions. Donc du point de vue d'un développeur, une exception, c'est le meilleur truc qu'on peut avoir pour surtout pas savoir ce qu'on va en faire. Donc il y a une citation qui explique que une exception, ça permet de se débarrasser du problème et de la filer à quelqu'un, en général à l'utilisateur final, qui va avoir un super message et qui sera très content de l'avoir. Évidemment, c'est pas ça. Bien gérer ces cas d'erreur, c'est ce qui va permettre de différencier un hack qu'on fait dans son coin pour s'amuser ou pour rapidement arriver à un résultat d'un logiciel qu'on va pouvoir donner à d'autres gens, donc en particulier à des utilisateurs finaux, les futurs nous, les futurs développeurs, et les gens qui vont devoir le faire tourner en production et qui apprécient moyennement de trouver des exceptions avec des sacs-races monstrueuses qu'ils ne comprennent pas. L'idée de ce talk, c'est de vous expliquer par où on est passé. Donc, on fait Rudder depuis 5 ans. On est parti peut-être la pire chose qu'on puisse avoir en gestion d'erreur. Et aujourd'hui, on a fait pas mal de chemin. Donc, on a appris beaucoup d'expériences et beaucoup de leçons au cours de ces 5 ans. Et je voudrais vous les faire partager. En très rapide, Rudder, c'est un outil de gestion et d'automatisation d'infrastructures IT open source qui, en plus, permet de faire de la compliance sur l'état de son parc informatique. Donc de savoir s'il correspond à des règles qu'on aimerait bien avoir. Et il a 2 gros morceaux. Il a un serveur qui permet à l'utilisateur d'interagir avec l'outil, avec une interface graphique et des agents de compliance. En gros, le serveur, c'est très très schématique, une application web Scala et qui a été développée par des ex-développeurs Java. Donc, il y a 5 ans, ça ressemblait quand même beaucoup à du Java. Une exception, une erreur, qu'est-ce que c'est? C'est en gros quelque chose qui ne s'est pas passé comme on voulait, voire qui ne s'est pas passé comme on aurait voulu que ça ne se passe pas et quand même ça s'est encore moins bien passé. Et surtout, ce qui est intéressant de savoir, c'est qui doit s'en occuper et qui ça va impacter, qui doit traiter le sujet de ce problème. Dans la littérature générale, on a tendance à différencier 2 types de problèmes, 2 types d'exceptions. Les erreurs techniques et les erreurs liées au métier de l'application. Les erreurs techniques, ça va de « mon monde vient de s'écrouler ». La JVM n'a plus de mémoire, le serveur a planté, mon Fred qui faisait l'exécution vient de se faire tuer par le gestionnaire de Fred, des choses comme ça. On a aussi des cas qui sont liés à la programmation directe. J'ai essayé d'accéder au 50e élément d'un tableau qui n'en a pas 50. C'est une erreur de logique du programme et c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Et on a aussi des erreurs qui sont liées à l'interaction entre notre application, notre système, et d'autres systèmes. Typiquement, j'essaie d'accéder à une base de données, la base de données en question est inaccessible. Elle me dit qu'elle ne peut pas répondre, ou qu'elle ne sait pas répondre, ou le réseau est cassé à ce moment-là. Très très souvent, ce 3e type d'erreurs sont liées à des interactions avec le monde extérieur, donc avec des I/O, et on retrouve tout ce qui est gestion de FS, les droits, etc. Les erreurs métiers, c'est tout ce que l'utilisateur devrait pouvoir savoir sur le non-fonctionnement de l'application de son point de vue. Typiquement,
sur une application bancaire. Non monsieur, vous ne pouvez pas retirer 1 million sur votre compte, il a découvert, ça ne peut pas marcher. En fait c'est compliqué. Parce que, bon, ce cas-là, il est simple. Le tout premier, mon monde vient de s'écrouler, je ne peux rien en faire. Et on va le laisser de côté dans tout le reste du talk. En général, on ne gère pas là ce cas-là au niveau applicatif, on va le gérer au niveau système, soit avec de la redondance, soit avec d'autres moyens système. Sur ce second cas, sur les problèmes de modélisation logique, on se dit qu'on doit pouvoir, avec des langages évolués, mettre plus d'informations au niveau des types ou des structures de données qu'on manipule. Mais en fait, les cas suivants rejoignent un peu ce cas-là, ou alors en tout cas, c'est toujours des cas qui doivent être traités, des erreurs qui doivent être traitées par quelqu'un. Alors même si ce n'est pas l'utilisateur final, c'est le développeur suivant, c'est l'OPS, et parfois l'OPS est aussi utilisateur de l'application, ou parfois l'utilisateur peut contribuer à l'application. Donc tous ces cas-là se mélangent un petit peu. Et donc comme on est des développeurs, quand on a des cas compliqués comme ça, on va choper. Donc plus sérieusement, on va essayer de trouver des solutions. Et c'est pour ça que je vais vous expliquer par où on est passé. La première solution, comme je vous ai dit, c'est on gérait ça à la Java, avec des exceptions, avec des technical et des business exceptions. Et en fonction de qui faisait quoi, on récupérait, on essayait d'avoir de la logique liée au métier, à la technique. Ça ne marche pas très bien. Ça ne marche pas très bien. Déjà parce qu'une exception, c'est comme un go-to. Mais au lieu d'en avoir un seul, on en a des centaines ou des milliers dans notre application. Et donc là, c'est plus un chat qui nous juge, c'est Dijkstra qui nous dit le go-to c'est mal. Vous ne faites pas ça dans vos applications, ça empêche complètement de raisonner sur votre code et sur votre application. Vous n'allez pas savoir, vous ne pouvez pas prendre un morceau de code et savoir ce qu'il fait. Vous ne pouvez pas le composer facilement avec d'autres morceaux de code, parce qu'il va pouvoir jeter des exceptions, et donc l'autre morceau de code doit savoir qu'il doit traiter ces exceptions. Vous ne pouvez pas le refactoriser facilement pour les mêmes raisons. Et du coup, il est extrêmement difficile à réutiliser. En fait, l'exception est un petit peu l'incarnation, la pire qu'on peut avoir des side effects ou des IO. Et la première brique qu'on a apprise, la première chose qu'on a apprise avec la gestion des erreurs en ce cas-là dans Rudder, c'est si on va avoir un système de gestion d'erreurs sur lequel on peut raisonner, qu'on peut réutiliser, composable, il faut autant soit peu qu'on utilise des structures, que le système dans son ensemble soit référencié, transparente. C'est un terme pour dire qu'il n'est pas d'effet de bord et que si vous lui donnez les mêmes choses en entrée, il ressortira toujours les mêmes résultats. Si vous ne connaissez pas ce terme-là, c'est un terme qui est assez intéressant à connaître en programmation fonctionnelle, et je vous encourage à aller regarder sur Wikipédia ou n'importe où, il y a énormément de ressources sur le sujet. Donc ça, c'est la première brique qui va être vraiment importante. Vous ne pouvez pas vraiment raisonner sur votre code tant que vous ne savez pas s'il ne va pas faire des choses dans votre dos. Ce qui revient à ce que disait Clément dans son talk juste avant. Si vous avez des effets de bord, si vous avez des IO, si vous avez de la réflexion, vous ne pouvez pas simplement savoir ce que va faire un morceau de code. Mais ce n'est pas le seul problème des exceptions. Avec une exception, on ne sait pas trop qui doit la traiter. En général, on sait que ce n'est pas nous. Ça, c'est à peu près accepté. Mais du coup, on n'a pas de moyen d'imposer un traitement systématique des exceptions au niveau où on voudrait. C'est exactement la même chose dans les langages qui n'utilisent pas des exceptions, mais des codes de retour qui ne sont pas obligés, qui ne sont pas à traiter systématiquement. Donc en gros, tous les langages de la famille de C, Python, Go, etc., qui mettent, s'il y a eu un souci, dans une valeur de retour et qu'il faut spécifiquement traiter, vérifier, pour voir si on a le droit d'utiliser les résultats de la fonction. Le problème, c'est que les développeurs, les êtres humains de façon générale, ne sont pas très disciplinés. Et donc, si on leur demande de faire quelque chose de systématique, on est à peu près sûr que ça sera systématique pendant 5 minutes. L'heure suivante, ce sera quand il y aura pensé, et dans la suite du temps, ce sera une fois de temps en temps, si vraiment il y a un cas qui n'en peut objectivement pas ne pas le traiter. Et en fait, c'est la raison pour laquelle on essaye d'automatiser les choses. C'est la raison pour laquelle on s'appuie sur des systèmes de type et sur un compilateur.
Donc justement, on a une idée géniale, c'est que les compilateurs, eux, ils sont super disciplinés. En gros, ils sont que ça d'ailleurs, il faut leur demander de réfléchir. Mais du coup, on a une idée folle. Peut-être qu'on pourrait utiliser le compilateur pour forcer l'utilisateur à vérifier les cas d'erreur s'il veut accéder au cas qui l'intéresse. Et la façon de faire ça avec un compilateur, c'est de construire une structure de données qui va être soit tu as un succès, soit tu as une erreur. Mais tu n'as pas le droit d'accéder au succès sans avoir traité l'erreur. Donc ça en plus, c'est un effet de bord sympa. C'est qu'on va pouvoir très clairement identifier les méthodes qui peuvent échouer. On va pouvoir différencier, juste en regardant le code, les méthodes qui peuvent avoir des cas d'erreur à traiter de celles qui n'en ont pas. Et en ayant une structure de données qui englobe l'erreur, on va pouvoir la composer, la réutiliser, la voir comme une valeur. Et à partir du moment où on traite les erreurs comme des valeurs, c'est le premier pas vers un traitement transparent et de nos fonctions. Donc la deuxième grande idée, c'est de modéliser ces erreurs avec des structures de données. On appelle ça des types de données algébriques. Typiquement, c'est la case class. Donc, les exceptions, on oublie en ce cas-là pour faire du traitement d'erreurs. Du coup, premier type de données qu'on connaît qui semble correspondre à ces besoins-là, c'est le type option. Le type option, c'est soit j'ai pas de résultat, soit j'ai un quelque chose. Si je parle d'exemple qui sera suivi tout au long de la présentation, j'ai un utilisateur qui a un ID et un nom. Je vais pouvoir définir deux méthodes, une qui va me permettre de récupérer l'utilisateur en donnant l'ID à partir de quelque chose, et une autre méthode qui va être, je vais essayer de sauvegarder un nouvel utilisateur une fois que je l'ai updaté. On va utiliser le type option comme valeur de retour pour dénoter le fait qu'on peut avoir ou pas un utilisateur en fonction de la réussite ou pas de la méthode. En ce cas-là, on a un outil qui s'appelle le for compréhension qui nous permet de composer très simplement ces différents cas sans avoir les traités les uns après les autres. Donc avec ce morceau de code, je vais commencer par regarder si j'ai un utilisateur. Si j'ai eu somme quelque chose, je vais pouvoir le réutiliser pour, là je vais capitaliser son nom pour qu'il y ait un nom sympa à l'affichage, et je vais pouvoir à nouveau le sauver. Le résultat va pouvoir être traité en fonction de l'ensemble du for compréhension. Est-ce que j'ai à la fin réussi à avoir un utilisateur? Ok, j'ai réussi à le sauver. Mais le problème, c'est que si j'ai un nom, je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas si c'est cette méthode, la première qui a échoué, la seconde. Donc, il nous manque de l'information dans le type de retour d'erreur. Pour avoir des erreurs sur lesquelles on peut vraiment raisonner, il faut qu'on puisse ajouter de l'information dans le cas d'erreur. Du coup, option, ça ne ressemble pas vraiment à un outil pour gérer des erreurs, c'est uniquement un outil pour gérer la présence ou l'absence de quelque chose. Donc, si vous faites du Scala, gardez ça à l'esprit. La sémantique d'option, c'est jamais de la gestion d'erreur. C'est j'ai ou pas quelque chose. La structure de données suivante, donc c'est la deuxième page du bouquin sur la programmation fonctionnelle, c'est utiliser la disjonction. Donc la disjonction, c'est une structure qui a deux choix, soit un choix qu'on appelle gauche, soit un choix qu'on appelle droite. Et par convention, le choix gauche dénote les problèmes, les erreurs, et le choix droite dénote les succès. Donc ça tombe bien, Scala, la bibliothèque standard, nous fournit aussi un header. Donc on va pouvoir adapter notre exemple précédent, cette fois en ayant, alors j'ai un type de données riche pour mon message d'erreur, super riche, c'est une string, déguisée mais c'est une string. Mes méthodes maintenant retournent soit une erreur, soit un utilisateur, et on va pouvoir les composer pour finalement traiter le message le résultat final de manière beaucoup plus correcte, en sachant j'ai eu une erreur et je peux même dire ce qui s'est passé. Est-ce que si
Si c'est cette première méthode, je vais pouvoir récupérer son message. Si c'est la deuxième, je vais pouvoir afficher le message de la deuxième méthode. Donc ça paraît pas mal. Ça paraît pas mal du tout. Mais en fait, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé ici. Le Ether de Scala de la bibliothèque standard est pas bien. Il n'est pas une vraie structure modadique. Il n'est pas, on dirait right-pias ou left-pias. C'est-à-dire qu'on est obligé de préciser pour chaque étape si on s'attend à avoir un résultat right ou left. Et donc ça rajoute énormément de boilerplate. Donc ça veut dire... Alors, en plus, oui, c'est quelque chose qui est connu de ce cas-là. Ils ont dit non, on ne va pas corriger, elle est très bien comme ça notre structure de données, même si on ne veut pas l'utiliser pour ce pourquoi elle a été pensée. Donc, on va rajouter une contrainte supplémentaire sur notre type d'erreur parfait, c'est on ne veut pas qu'il y ait de boilerplate. La raison pour laquelle on ne veut pas qu'il y ait de boilerplate, c'est que ça complexifie le traitement de l'information, on perd le but de l'algorithme et on est des développeurs, on sait bien que dès qu'il y a du boilerplate, on n'a plus envie de le faire, donc le traitement sera plus systématique ou sera plus autant suivi et on va essayer de trouver des moyens de contourner cette chose-là. Assez récemment, il y a 1 ou 2 ans, Scala a rajouté dans sa bibliothèque standard, je crois que c'était avec Scala Letis, mais je suis plus sûr, une structure de données trie qui a été présentée comme spécifiquement construite pour traiter les cas d'erreur. Trie, il faut le voir comme un Ether qui aurait toujours sur sa partie gauche une exception. Donc il aurait uniquement un seul cas à traiter, à remplir pour vous, qui est la structure de données que vous attendez, et à gauche, il prend toujours une exception. Alors déjà, Trie, il y a quelques problèmes au niveau de la théorie. Je vous laisserai regarder les longues discussions qu'il y a eu sur le sujet. Vous cherchez Trie et Monadlos et vous verrez que la structure Trie telle qu'implémentée ne les vérifie pas. Donc on ne profite pas de la possibilité d'avoir un background théorique pour pouvoir construire des choses dessus. Mais surtout, Trie ne sait gérer que des exceptions. Alors, si vous vous souvenez, les exceptions, c'est pas bien. Les exceptions, de façon toute simple, si vous voulez faire passer des messages à vos utilisateurs, il n'y a aucun intérêt de mettre ça dans une exception. Un simple message, une simple chaîne de caractères, ça suffit. Si le risque avec une exception, c'est qu'elle soit lancée à un moment. Et donc, vous allez vous retrouver avec à nouveau de la gestion d'erreurs, de la gestion type photo. Et encore une fois, on a un type de failure qui est assez pauvre finalement. Donc, on peut sûrement faire mieux. Donc, au cours de nos pérégrinations, on a essayé un nouveau framework qui avait l'air super cool, c'était en 2009, qui s'appelait Lift. Et Lift a plein de défauts, mais il a quelque chose qui est vraiment chouette. Il a une structure de données qui s'appelle Box. Box, il faut voir ça comme un Ether qui aurait 3 étapes. Soit vous avez votre box qui est pleine, et donc vous avez une vraie valeur dedans, soit vous avez une erreur, soit avec une box vide, soit avec une erreur plus riche qui permet d'embarquer potentiellement une cause due à une exception et des messages d'erreur. Avec Box, le code peut ressembler, encore une fois en l'adaptant, donc mes codes de retour maintenant ce sont des box users, et on a toujours la même structure générale où dans un fort compréhension je vais pouvoir faire les différents traitements. Le truc sympa avec Box, c'est qu'en plus il a été vraiment pensé pour traiter les cas d'erreur, et donc il a du tooling, du sucre syntaxique qui permet de rajouter facilement, par exemple, des messages. Bon, la syntaxe est un peu bizarre, il ne faut pas s'y attacher, on s'habitue au final assez rapidement à l'opérateur point d'interrogation, type de point d'exclamation. Ça veut dire, si la méthode m'a renvoyé une fêlure, un problème, je vais rajouter dans la fêlure le message qui vient ensuite. Et donc on va pouvoir construire comme ça des chaînes de messages en rajoutant de l'information étape par étape et en enrichissant le message final.
Box permet aussi d'avoir des traitements assez sympas des cas d'erreur. Donc là, je rajoute un message qui explique je suis à la fin de mon traitement et mon traitement général a échoué. Je vais pouvoir ressortir l'ensemble de toutes les étapes qui ont mené à cet échec. Donc il a échoué parce que j'ai pas pu utiliser, par exemple, j'ai pas pu retrouver l'utilisateur. Potentiellement, la méthode get elle-même aurait déjà donné de l'information sur pourquoi elle n'a pas pu fonctionner. Et si l'exception, l'erreur était due à une exception, on peut facilement la retrouver et donc encore afficher l'information supplémentaire. Par exemple, pour débugger, donner plus d'informations en mode debug. Donc tout ça, c'est vraiment pas mal. Et on sent bien quand on traite des erreurs à longueur de journée que ce genre de sucre syntaxique permet vraiment de profiter mieux des structures de données. Donc peut-être que là, on était content en 2009-2010, on s'est dit, ouais, on a une super structure pour traiter les erreurs. On en a mis partout dans Rudder. Donc dans Rudder, la plupart du code ressemble la plupart du code qui peut échouer ressemble à des for avec des différentes étapes. Je récupère mes informations en base, je fais un traitement qui ne peut pas échouer purement de calcul, j'essaie de mettre à jour les informations en base, je fais des traitements distribués, etc., etc. Et donc on retrouve les séquences d'algorithmes assez clairement exprimées. Mais on a un souci. Si la méthode getUser renvoie en petit, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas d'user? On ne sait pas. On ne sait pas, ça peut très bien être les appels en dessous qui n'ont pas remonté de cas d'erreur, ou ça peut être je n'ai pas trouvé l'utilisateur qui était demandé. Et en fait, on s'aperçoit, même en discutant tous les jours, parce qu'on est deux développeurs et donc on se connaît bien, on travaille sur le même code, qu'en fonction du moment, du refactoring, du développeur qui a fait la dernière modification, des tests, etc., c'est une interprétation ou l'autre, ou ça dépend du moment de l'algorithme. Et donc, on se retrouve avec des véritables surprises où à des moments on pense avoir une erreur et en fait on n'a simplement pas trouvé l'utilisateur en question. Vraiment on a des choses qui sont extrêmement compliquées à débugger par la suite. Donc on s'est imposé dans Rudder de n'avoir pour Box qu'une sémantique de gestion d'erreur, uniquement échec ou réussite. On oublie le cas empty. Le cas empty ne doit pas exister. Si on en rencontre, on considère ça comme un bug. Et si on veut la sémantique exacte de getUser qui peut ne pas trouver un utilisateur parce qu'il n'y a pas son ID, sans que ça soit une erreur due à une connexion de base de données ou quelque chose comme ça, on va rajouter une option. Donc on retrouve un type qui décrit « je peux avoir une méthode qui échoue » et qui peut ou pas retourner un utilisateur en fonction de l'entrée. Ce qu'on a appris pendant cette expérience, c'est qu'il faut absolument que la sémantique de notre structure de données soit complètement non ambiguë. À partir du moment où on introduit la moindre ambiguïté, on est sûr qu'on va tomber sur des interprétations différentes en fonction des personnes et des moments. Donc Box est chouette, il y a un tooling qui est génial autour, mais en fait il ne faut pas l'utiliser, c'est trop dangereux. Du coup on se retrouve un petit peu démunis. Parce qu'on a essayé des options, des disjonctions, le try, le box, il n'y a rien qui semble vraiment fonctionner. Pour refaire le tour de toutes les propriétés qu'on aimerait bien avoir sur nos types de données, c'est qu'ils permettent de faire des traitements fonctionnels transparents référentiellement, qui soient modélisés avec un ADT, qui ne soient pas ambigus, qui permettent d'avoir un type de données riche et customisable pour le cas de figure, pas de boilerplate, et avec un tooling et du sucre syntaxique sympathique. Heureusement, on n'était pas les premiers à se poser ce genre de questions, étonnamment. Et il y a des gens qui ont même essayé de réfléchir d'un point de vue théorique à comment ces différentes propriétés pouvaient se transcrire en code.
Le gros avantage quand on a un background théorique, c'est qu'on est sûr que les choses vont marcher. À partir du moment où les propriétés ont été vérifiées, on n'a plus jamais de questions à se poser sur celles-ci et on peut se concentrer sur d'autres choses. On ne va plus jamais avoir à se demander si est-ce que mes erreurs vont bien se composer, est-ce que je ne vais pas avoir un effet de bord bizarre à un moment, est-ce que, etc. Et dans le monde de Scala, donc, il y a les ressources principales sur ce sujet, les URL, je vous laisserai les lire à l'extérieur. Mais donc il y a un bouquin qui s'appelle Functional Programming in Scala, que je conseille vraiment à tout le monde, qui est extrêmement didactique, très progressif, et qui couvre bien toutes les problématiques liées à la programmation fonctionnelle, de manière très graduelle, et qui aborde ces sujets-là. Ce qu'on en retire, c'est qu'en fait, on a deux types d'erreurs. On a des erreurs qui sont indépendantes les unes des autres, et des erreurs qui dépendent les unes des précédentes. Donc, typiquement, dans les exemples précédents sur mon utilisateur, on était dans le second cas avec je ne peux pas savoir, je ne peux jamais arriver à l'étape de sauvegarde de l'utilisateur mis à jour si je n'ai pas réussi à le récupérer en première ligne. L'archétype pour la gestion d'erreurs indépendantes, c'est la validation de formulaire. J'ai un formulaire avec une dizaine de champs, chaque champ doit être non vide, d'un certain type, vérifier certaines propriétés. Et ce qu'on veut faire sur ce type de gestion d'erreurs, c'est accumuler les erreurs. On ne veut surtout pas présenter à l'utilisateur un premier formulaire où à la première ligne on lui dit non, ce que je t'ai demandé c'est un âge, donc tu ne peux pas mettre une chaîne de caractères, et puis qu'il modifie, qu'il revalide pour lui dire ah au fait la deuxième ligne n'était pas bonne non plus, et qu'il fasse ça pendant qu'il dise allers-retours, sinon vous avez perdu un utilisateur. Donc on essaye d'accumuler toutes les erreurs en mode best effort pour pouvoir les ressortir en une seule fois à la fin. Le cas de la gestion des erreurs qui dépendent les unes des autres, c'est ce qu'on a vu depuis le début, c'est on a besoin du résultat de certaines fonctions qui peuvent échouer, comme entrer d'autres fonctions. Et là, on va vouloir chaîner le plus simplement possible les différentes fonctions, et on veut bien sûr s'arrêter dès qu'on rentre une erreur. Ça ne sert à rien d'essayer de continuer si on n'a pas les paramètres des fonctions suivantes. Donc ces deux choses ont des noms. En ce cas-là, si vous voulez faire de la programmation fonctionnelle, il faut regarder la bibliothèque Scalasi, qui a des côtés qui sont assez obscurs et que vous ne voulez peut-être pas voir tout de suite, mais qui a aussi des choses qui sont très simples et très abordables. En particulier, validation et Scalasi. Alors ce signe bizarre, le V là, c'est disjonction, c'est le ou mathématique. Et on va voir que dans le premier cas, le type de la bête de validation, c'est un applicatif en top. C'est la bête mathématique qui va nous permettre d'avoir les propriétés d'accumulation. Et dans le deuxième cas, on a une monade. C'est ce qui va permettre de chaîner les résultats et d'utiliser les résultats précédents dans les paramètres suivants. Donc pour ce qui est de la gestion de validation de type formulaire, avec la structure de données, on va pouvoir construire des validateurs indépendants les uns des autres. Donc là, vous voyez sur ces quatre premières lignes, j'ai une validation sur l'âge de l'utilisateur. Donc on suppose que j'ai rajouté un âge qui est un entier sur l'utilisateur, où on veut vérifier que l'utilisateur est ou pas en âge d'accéder au service. On va pouvoir avoir une deuxième validation sur le nom de l'utilisateur, pour vérifier qu'il n'a que des lettres. Et on va pouvoir les composer pour créer une validation générale sur l'utilisateur, donc avec le symbole bizarre ici. Il y a aussi une autre chose, il y a le to validation nail. Alors nail, ça veut dire not empty list. Et ce qu'on est en train de dire, c'est que si avant j'avais uniquement une seule erreur qui pouvait arriver, la composition générale, ça va être une liste non vide d'erreurs possibles. Le deuxième cas, donc sur la disjonction, on retombe exactement dans ce que aurait dû être le cas du Heather de Scala, s'il avait été bien fait. Et donc on a vraiment quelque chose de très simple où on a l'utilisateur, on essaye de savoir s'il est là, on va pouvoir le modifier et le mettre à jour.
et faire du pattern matching avec les symboles bizarres qui veulent dire gauche, droite, pour savoir si on est en cas d'erreur ou en cas de succès. Donc j'entends des murmures. Effectivement, les opérateurs de Scalasi ne sont pas toujours hyper clairs. Et donc on va voir juste après qu'on peut améliorer les choses. Donc en résumé, validation c'est vraiment top si vous avez des types de vérification d'erreurs de type formulaire à faire. Il faut savoir aussi que vous ne pouvez pas avoir de dépendance entre les erreurs. Donc même si pour de la validation de formulaire, on peut tomber dans des cas où validation n'est pas assez puissant pour le faire. On peut très bien avoir des champs qui dépendent d'autres champs. Par exemple, si vous êtes né en Île-de-France, votre ville de naissance, ça ne peut pas être Marseille, des choses comme ça. Et en fait, on s'aperçoit que validation restreint à des cas assez peu répandus. Ce qui est dommage parce qu'il a des noms chouettes par contre. Donc on comprend très bien, on a un fait, on a un succès, on fait de la validation. Donc le nommage est quand même beaucoup plus sympa que disjonction qui lui par contre est quelque chose de générique qui vous permet de construire des applications monadiques. Alors c'est le nom à la mode pour exprimer les applications monades d'effort et dans laquelle on déroule l'algorithme, une ligne d'algorithme à la fois dans le for. Donc du coup, on se retrouve quand même avec une solution qui est théoriquement bien, qui a des bases solides, qu'on sait qu'on va pouvoir utiliser, qui est en plus dans la bibliothèque Scalasi, vous verrez, il y a des dizaines et des dizaines d'opérateurs pour composer, combiner, traiter en masse ce type d'erreur. Par contre, on n'a absolument pas la sémantique des erreurs. On a un vague V avec un petit bras à gauche ou à droite en fonction de ce qu'on veut faire, et ça ne parle pas beaucoup. On a vu aussi que le tooling propre aux erreurs, les notions de ajouter un message, trouver une exception racine ou une cause racine, sont des choses qui sont quand même très pratiques à avoir, et quand on fait très souvent des traitements d'erreurs, si on doit se demander à chaque fois, au fait, quel est le nom de l'opérateur bizarre que je dois utiliser pour ajouter une erreur dans mon message d'erreur, on est assez vite, on n'a plus envie d'utiliser ce type de structure. En gros, on aimerait bien avoir ce que Box fournissait, mais sans les ambiguïtés et les problèmes théoriques de Box. Ce qui est drôlement chouette avec Scala, c'est qu'on va quand même pouvoir enrichir un modèle assez facilement. Et on va donc pouvoir ajouter du sucre syntaxique en dessus de la disjonction pour avoir quelque chose de plus agréable à utiliser. Donc là, j'ai juste fait un exemple. Il n'y a pas de bibliothèque qui sont liées à ça. Mais on peut assez rapidement, il y a 20 lignes, mais arriver à quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va se construire un type de fêlure, d'erreur, qui est assez générique pour pouvoir être utilisé dans la plupart des cas. Donc assez générique, il va avoir un message à destination des humains, une cause parente ou pas si c'est la première cause. Donc on retrouve une notion pour dénoter le fait qu'on a ou pas l'élément. Et la cause parente, ça peut être soit une exception, soit une autre erreur, si on a une chaîne d'erreurs qui remonte jusqu'à l'exception. On va pouvoir ajouter des méthodes de sucre syntaxique pour construire plus facilement une erreur avec uniquement en ajoutant un message d'information, une exception, une méthode sympa pour retrouver l'ensemble de tous les messages de manière récursive, une méthode sympa pour, à partir de la liste de tous les messages, construire quelque chose qui est lisible par un humain, et une méthode pour retrouver l'exception, la cause racine d'une figure. Donc c'est vraiment du tooling de base. Vous pouvez faire des choses beaucoup plus riches, mais après ça tient plus sur un slide. Donc après c'est juste à vous, en fonction de vos besoins spécifiques métiers, de rajouter de la sémantique sur ce cas d'erreur. De la même manière, on va pouvoir donner un nom un petit peu plus sympa à la disjonction. Donc le nom le plus sympa, c'est par exemple expect. Ça peut être n'importe quoi, mais bon, le domaine est assez encombré entre les trailles, les fêlures, etc. de la bibliothèque standard Scala. Donc il faut trouver des noms qui sont disponibles, c'est pas forcément simple.
Et on va fixer la partie erreur sur notre erreur générique. Contrairement à try, on a la possibilité de faire autre chose si on a besoin. On n'est pas obligé de l'utiliser, c'est juste le sucrin classique. On va aussi rajouter une implicite classe pour pouvoir chaîner plus facilement les messages. Donc c'est une classe qui va... c'est pourquoi je suis arrivé à cette erreur. Et qui va simplement construire une nouvelle figure avec un message et mettre la figure précédente en cause de la nouvelle figure. Et avec ça, on arrive à pouvoir rajouter, donc déjà avoir des types plus expressifs pour un humain sur les types de retour des fonctions. Et on va pouvoir rajouter un petit peu ce qu'on retrouvait dans Box en disant si j'ai eu une erreur ici, je veux rajouter que c'est parce que pour l'humain final, j'ai pas pu retrouver l'utilisateur. De la même manière, c'est parce que là, j'ai pas réussi à le sauver. Et on va retrouver le même type de traitement qu'on avait avec Box, où on va pouvoir automatiquement écrire un message lisible pour l'utilisateur, retrouver des causes racines et traiter les cas de succès. Donc on est quand même vraiment content, parce qu'on arrive à partir de structures extrêmement génériques et fonctionnelles fournies par Scalasi, construire, rajouter du sucre syntaxique qui donne quelque chose qui est relativement agréable à utiliser et qui peut s'adapter à vos besoins. Voilà, j'ai fini ma partie. Est-ce que vous avez des questions ou des informations supplémentaires ou des choses sur lesquelles j'ai été trop vite? Alors, au final, le export, là, il n'y a pas de lib open source qui va fournir un bien. Non, c'est étonnant. Ah oui, alors je répète la question. La question, c'est de savoir si le expect ou quelque chose d'équivalent est déjà fourni par une lib open source. J'ai pas trouvé. Ce soir, je vais mettre le code sur GitHub, donc si vous voulez, ce soir, vous pouvez récupérer le code. Je me demande à quel point c'est parce que c'est trop simple à reconstruire. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'à l'étape où en fait, on s'aperçoit que c'est une disjonction qu'on veut vraiment, et dessus, on a juste besoin de mots pour le manipuler plus simplement. C'est tellement simple de construire ces mots-là que peut-être qu'ils ne voient pas l'intérêt de le fournir, je ne sais pas. Est-ce que la dépendance sur Scalasi est vraiment nécessaire? Ou est-ce que c'est plus simple de réimplémenter la partie injection from scratch? Donc la question, c'est de savoir si la dépendance sur Scalasi, qui est quand même une grosse bibliothèque, est vraiment nécessaire, ou est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à reconstruire notre disjonction directement dans nos codes. Dans la pratique, Scalasi va t'apporter plein d'autres choses. Donc c'est juste un point d'entrée. Mais tu vas avoir tout un tas de méthodes qui vont te permettre de faire des traitements de manière générique sur les types de données comme disjonction et validation. Donc, par exemple, tu as déjà un moyen de passer de l'un à l'autre de validation à disjonction directement qui est fourni par la bibliothèque. Tu vas avoir toutes les méthodes qui sont liées aux propriétés des objets mathématiques qui sont implémentés pour toi, qui sont testés pour toi, qui sont maintenus et qui évoluent. Et au final, le coût de toi maintenir ce code-là et de le faire évoluer est rédhibitoire par rapport à simplement utiliser une bibliothèque qui existe, qui en plus est bien maintenue et vivante et progresse tous les jours. Cette question, j'ai l'impression qu'un des buts que tu avais listé au début, c'était d'empêcher, c'était pas ça, mais disons-le, d'empêcher les développeurs non consciencieux de faire un peu n'importe quoi avec les erreurs. Ouais. J'ai l'impression que tu as amélioré la situation. En revanche, j'ai l'impression que j'ai toujours le droit d'être déçu et de ne pas avoir grand-chose à faire. Il n'y a rien qui me... J'ai pas vu quelque chose qui m'empêche d'ignorer l'erreur. Alors, ce qui t'empêche d'ignorer l'erreur, c'est... Évidemment, si tu as envie de jeter des exceptions et de casser les conventions, il n'y a rien qui t'empêche de le faire en ce cas-là. Il y a des méthodes, il y a des langages qui sont plus stricts et dans lesquels tu n'auras pas le droit de sortir des chemins battus, mais là, il n'y a rien qui t'empêche. En supposant que tu ne veuilles pas lancer d'exception à tout va et que tu as au moins la discipline de documenter correctement tes types de retours. Donc, si j'ai une méthode qui échoue, j'accepte de dire qu'elle va pouvoir échouer. Quand tu as un expect, tu ne peux pas récupérer le cas de succès sans
avoir fait du pattern matching ou un fold ou quelque chose qui te dit attention, il y a un cas d'erreur aussi. Après, tu peux sciemment, ici j'aurais très bien pu dire fail, je fais rien, enfin je fais unit ou n'importe quoi et puis basta et je laisse tomber. Mais ça rentre vraiment au niveau de la mauvaise volonté. C'est le framework a tout fait pour te dire et regarde là il faut vraiment que tu regardes, il y a vraiment quelque chose dont il faut que tu t'occupes. Ce que tu n'as pas avec les exceptions, même avec les exceptions typées, checkées de Java, ce qui se passe, bon, je vais parler pour moi, évidemment pas pour les autres développeurs, mais ce qui se passe quand il commence à y avoir 4 ou 5 exceptions différentes à valider dans une signature de méthode Java, c'est catch, exception, et puis voilà, c'est un gros truc. Peut-être que je vais le relancer, peut-être que je vais essayer d'en faire quelque chose, mais c'est arrivé au niveau où ça ne me concerne plus. Ce qu'on ne retrouve pas ici. Juste, pour ma gouverne, le on error, si on oublie dans des lignes, le compilateur va checker, on va être barré là. Alors la question c'est de savoir si je ne mets pas le on error, est-ce que le compilateur va crier et me dire qu'il fallait un on error. C'est bien ça. Le on error, c'est uniquement de l'ajout d'informations. Ça ne modifie pas le type de retour. Donc le compilateur ne va rien dire. Le on error, tel qu'il a été implémenté, ça ne se voit pas très bien, mais ça dit uniquement dans le cas où je suis en train de traiter un left, donc une erreur, je vais rajouter l'information. Si c'est le cas de succès, je ne fais rien, je laisse la structure telle qu'elle. Donc la structure est vraiment pas, le type de la structure n'est pas modifié. Le compilateur il ne va pas savoir. Par contre, vous aurez quand même un cas d'erreur, vous aurez quand même à ce niveau-là un expect, et si vous ne le traitez pas, là le compilateur va crier. Encore une fois, c'est vraiment des exemples. Si vous préférez dire, j'en sais rien, des vieux restes de basique et vous voulez mettre on error resume next ou je sais pas quoi, vous avez le droit d'utiliser n'importe quoi. Si vous voulez mettre des symboles cabalistiques comme point d'interrogation, tilde, point d'exclamation, vous avez le droit. Et ici, c'est purement du subsyntactique. Une super question, ça fait à deux présentations qu'on voit le symbole disjonction. Est-ce que c'est un symbole UTF-8 ou est-ce que c'est slash anti-slash? Donc je ne sais pas si tout le monde a entendu, est-ce que ça c'est un symbole UTF-8 disjonction ou est-ce que c'est slash anti-slash? Alors c'est slash anti-slash, il y a des équivalents qui existent pour les symboles UTF-8 si vraiment vous avez envie. Peut-être ils les ont peut-être enlevés dans la dernière version de Scalasi. Donc là c'est juste slash anti-slash. Ok, merci pour tout et